Bonsoir, soyez les bienvenus dans Marque-Page. Ici, on parle littérature en tout genre. Je m'appelle Max, je suis un grand passionné de lecture et d'écriture et j'ai décidé de vous ouvrir les portes de mon univers. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce 4e épisode de Marque-Page qui aura pour thème le premier livre de la saga Hunger Games, traduisez littéralement Les Jeux de la Faim, écrit par Suzanne Collins. Donc je vous propose sans plus attendre de passer à la première étape de ce podcast qui est la carte d'identité de l'ouvrage. Le livre Hunger Games est donc écrit par Suzanne Collins. Sa date de parution originale est le 14 septembre 2008, donc il y a approximativement 14 ans, si je ne dis pas de bêtises. Son pays d'origine est les États-Unis, son titre original est The Hunger Games, donc traduisez comme je vous le disais tout à l'heure, littéralement Les Jeux de la Faim. Pour la France, en termes de traduction, on s'est pas trop embêté, on a enlevé le The et on a simplement gardé Hunger Games. Le livre est publié en France près d'un an plus tard en 2009. Sa maison d'édition principale est Pocket Jeunesse, autrement dit PKJ. Son traducteur est Guillaume Fournier et je l'ai classé dans la catégorie, donc en termes de genre, aventure, science-fiction et dystopie. Donc il y a trois types de genres. Aventure simplement parce que c'est une aventure. Science-fiction parce que, on le verra plus tard, mais il y a énormément de morts et de choses assez négatives. Et puis surtout, c'est surtout l'atmosphère qui fait vraiment penser à quelque chose de propre à la science-fiction. Et pour ce qui est dystopique, c'est le côté vraiment, comme je le disais tout à l'heure, négatif dans le sens où il y a beaucoup de morts. Le contexte, ne serait-ce que le contexte de début, on le verra tout à l'heure, n'est pas forcément très positif. Donc voilà, à peu près pour ce qui est de la classification de l'ouvrage. Donc j'ai traité ce livre tout en l'écoutant et non pas en le lisant, en écoutant du coup la version audio proposée par Kelly Marot. Kelly Marot qui, on le verra plus tard, a un lien vraiment très particulier avec la saga Hunger Games. La durée d'écoute est d'approximativement 12 heures. Suzanne Collins est née de l'union de Michael Collins, militaire et historien, et Jane Collins. Elle est née le 10 août 1962 à Hartford, dans le Connecticut. Elle est diplômée de l'université de l'Indiana et écrit très tôt des scénarios. En ce qui concerne le contexte d'écriture, elle s'est essentiellement inspirée du mythe de Thésée et le Minotaure, ainsi que du passif de son père dans l'armée, puisque comme je le disais tout à l'heure, son père est militaire de carrière. Et donc du coup, ça lui a pas mal inspiré, notamment pour les personnages des pacificateurs qui, on le verra plus tard, ont une importance particulière, ainsi que pour le contexte politique de Panem, donc qui est l'équivalent de ces États-Unis, donc des États-Unis dans Hunger Games, mais à la sauce Suzanne Collins. À savoir que voilà, ce ne sont pas du tout les États-Unis tels qu'on le connaît aujourd'hui, mais les États-Unis d'avant, d'un passé assez lointain, si je puis dire. J'ai découvert ce livre au moyen de l'adaptation donc du livre au cinéma qui est apparu en France en 2012. Pour une durée d'approximativement 4 ans, et on le verra plus tard. Donc il faut savoir, mais je pense que vous le savez, je sais même pas si je vous en ai parlé, mais j'ai des difficultés assez importantes à lire les gros livres, donc d'environ 400 pages. Et donc du coup, ça a été une première approche qui était vraiment très intéressante pour moi parce que, voilà, Hunger Games, quand c'est sorti... à la fois en livre et en film. Hunger Games, quand c'est sorti, on en entendait beaucoup parler et
compte tenu du fait que j'avais quelques difficultés pour lire, eh bien, je pouvais pas lire les livres, sauf que, eh bien, l'adaptation cinématographique m'a permis de faire connaissance, si je puis dire, avec la saga. Mais quelques années plus tard, j'ai fini par sauter le pas et fini par lire le premier tome via Audible, donc la fameuse plateforme d'Amazon dont je vous parle déjà depuis pas mal de temps. Comment pourrais-je résumer le premier tome de la saga Hunger Games ? Globalement, Hunger Games, c'est une saga dans laquelle on nous présente l'État, ou en tout cas le pays de Panem, dans lequel il y a énormément de tensions. Donc, Panem est composé de 12 districts, les districts étant l'équivalent en fait des États qui composent les États-Unis. Chaque district ayant une spécialité qui a pour seul objectif de subvenir aux besoins du Capitole, où sont en fait logées toutes les personnes qui se chargent de veiller sur l'ensemble des districts et sur l'ensemble de Panem. Donc en gros, si on fait un très très gros, chaque district est chargé d'approvisionner Panem en échange de la sécurité, du bon ordre, etc. proposé donc par l'État et donc par le Capitole. Donc le Capitole regroupant l'ensemble des hauts dirigeants de Panem, des hauts dirigeants et des personnes fortunées. Chaque année, depuis maintenant 74 ans, il y a une étape importante pour les districts qui est l'étape de la moisson. En clair, l'étape de la moisson, c'est un moment pas drôle du tout à passer pour les districts, puisqu'en fait, c'est le fameux moment que choisit le Capitole pour réunir l'ensemble des habitants en fait, des districts sur une grande place publique pour choisir un garçon et une fille âgés de 11 à 18 ans pour concourir dans ce qu'ils appellent les Hunger Games, donc traduisez les jeux de la faim. Qu'est-ce que c'est que les jeux ? En gros, les jeux, c'est 2 tribus, donc un garçon et une fille de chaque district, soit au total 24. Donc 24 jeunes filles et jeunes garçons qui sont en fait envoyés dans une arène dans le seul et unique but de s'entretuer. L'objectif de ces 24 tribus, c'est d'être le ou la dernière survivante des jeux, s'assurant ainsi un avenir prometteur et sans souci, puisque quand on gagne les jeux, en fait, le Capitole s'assure à ce que le gagnant ainsi que toute sa famille ne manque de rien. Et pourquoi les jeux ont été créés ? Dans le seul et unique but que les districts n'oublient pas tout ce qu'ils doivent au Capitole. Donc sécurité, protection, tout ce que je vous ai énoncé tout à l'heure, en gros ça fait comme une piqûre de rappel disant vous devez tout au Capitole, sans le Capitole vous êtes rien. Globalement c'est ça. Sauf que cette année, donc pour les 74e Hunger Games, tout ne va pas se passer comme prévu. Bon, je sais, le résumé est un petit peu opaque, mais c'est pour éviter en fait de tout vous spoiler, de vous raconter un peu tout ce qui se passe, et donc du coup, c'est pour ça que j'en dis assez peu, mais vous verrez, on découvrira la suite dans la suite du podcast. En ce qui concerne du coup mes premières impressions, j'ai remarqué que il y avait une ambiance pesante dès les premières pages. Du coup, ce qui m'a vivement poussé à me poser la question de est-ce que je continue ou pas à lire le livre, tout en sachant en fait que si ça commence de manière très très triste dès le début, est-ce que ça a vraiment une chance de se poursuivre de manière un peu plus positive? Je ne sais pas, donc c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu hésitant au fait de poursuivre. Ceci étant dit, je trouve qu'on est emporté par le rythme et les péripéties. Le premier tome, Hunger Games, ainsi que l'ensemble de la trilogie est composé en fait de la même manière. Donc 27 chapitres répartis en 3 parties de 9 chapitres chacune. Les 3 parties en fait sont configurées de la même manière, c'est-à-dire qu'on a une partie qui est plutôt
avant les jeux. La deuxième partie, donc des chapitres 10 à 18, c'est plutôt pendant les jeux. Et sur la troisième partie, fin des jeux et ce qui se passe après. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les premiers chapitres sont plus longs que les autres, même s'ils sont bien utiles pour poser le cadre et le contexte du livre. Mais du coup, les premiers chapitres sont plus longs. Et donc, du coup, c'est plus compliqué de se mettre dedans. Il y a peut-être moins d'action, puisque justement, les personnages principaux sont plus posés que quand ils sont dans l'arène, où là, par contre, c'est la baston, qu'on se le dise. Et vraiment, tout le monde tient vraiment à rester en vie. En fait, s'ils ne se battent pas, ils vont mourir. Donc, du coup, ils n'ont pas trop le choix de se battre. C'est maintenant ou jamais, au péril de leur propre vie. Ce qui maintenant, avec le recul et aujourd'hui, ne passerait pas, voire pas du tout. Enfin, poserait un petit peu question, voire ne passerait pas. Donc voilà. Mais en tout cas, à lire, ça peut paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais à lire, c'est presque plaisant. Alors, pas au début, mais c'est presque plaisant parce que en tout cas, moi, à la fin de ma lecture, et ça m'a fait ça un peu sur les 3 tomes, où je me suis dit, finalement, on se plaint peut-être de ce qu'on a, mais c'est pas si mal finalement. Globalement, en fin de lecture, ce que je peux dire, c'est que j'ai été happé littéralement par le livre, c'est-à-dire que j'avais envie de continuer, je m'étais bien approprié le contexte ainsi que les personnages, j'avais quand même un attrait particulier pour Katniss et Peeta, bien évidemment pour Roux qui, rappelons-le, avait 11 ans au moment des Hunger Games. Comment ne pouvons-nous pas avoir un petit peu de pitié pour Roux, parce que Bichette, elle avait 11 ans, quoi. 11 ans. Et je trouve ça fait super jeune. De toute façon, les Hunger Games, dans le meilleur des mondes, ne devraient pas exister. Heureusement, n'existent pas, jusqu'à preuve du contraire. Mais du coup, c'est vrai que 11 ans, ça fait quand même super jeune. Donc, un gros coup de cœur même pour Roux. J'avoue que quand elle est morte, ça m'a un peu retourné. Et particulièrement de la manière dont le raconte Yali Maro. On y reviendra, mais quand on l'écoute en version audio, c'est d'autant plus prenant que quand on le lit. J'aimerais maintenant faire un petit focus sur la relation Peeta-Katniss, qui met un petit peu de temps en fait à se mettre en place parce que au début du livre, ils se calculent pas trop. Puis au bout d'un moment, par la force des choses, vu qu'ils sont tribus du district 12 tous les deux, ils ont pas trop le choix de se calculer, voire d'essayer d'avancer ensemble le plus longtemps possible, quitte à ce que ce soit l'un ou l'autre qui finisse par tuer l'autre, parce que rappelons-le, certes ils sont 24 tribus, mais à la fin il doit en rester qu'un seul. Pourtant on n'est pas dans Koh-Lanta, et donc du coup au début ça a été un petit peu compliqué pour eux, mais finalement ils finissent par développer un certain affect l'un pour l'autre, allant jusqu'à tromper les caméras et à faire semblant de sortir ensemble pour essayer de s'attirer les voix et les faveurs des personnes qui regardent, parce que oui, rappelons-le, je sais pas si je vous l'ai dit, mais les tribus sont sponsorisées par les personnes qui regardent les jeux et qui du coup ont les moyens de leur envoyer des choses dans l'arène pour pouvoir se défendre des autres tribus. Et donc du coup, ça permet justement leur petite idylle idylle scénarisée, parce que quoique, je sais pas. En tout cas, j'aurais tendance à dire qu'au début c'était une idylle scénarisée. Du coup, ça permet justement à ce que et l'un et l'autre restent en vie. Mais après, j'ai un petit doute quand même sur le fait que ce soit scénarisé. À plusieurs moments, je me suis dit oui, c'est pour les jeux, certes, mais est-ce que l'un comme l'autre, et surtout Peeta, est-ce qu'il serait pas vraiment en train de tomber amoureux de Katniss ? Parce que, on le découvre au début, mais Katniss, elle est dans une relation un petit peu ambiguë avec son collègue Gale. Et donc, du coup, c'est vrai que on peut se dire que la pseudo-relation qu'ils ont, ça va avoir un impact sur la suite.
Mais c'est vrai que sur le moment, en fait, on est totalement happé par les jeux et on est totalement dedans. Donc on se dit, bah oui, certes, c'est pour les jeux, mais il y a peut-être un petit fond de vérité, et notamment du côté de Pita. C'est ma réflexion et franchement, sur la fin notamment, je ne sais pas s'ils font semblant ou si vraiment il y a des sentiments qui se sont développés ou pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux. Un des gros avantages aussi de Hunger Games, même si j'ai dit que voilà, c'était vraiment particulier et que du coup, ça m'avait vraiment refroidi sur le fait de continuer ou non la lecture, mais c'est que la dureté, elle est visible d'emblée. Donc du coup, ça veut dire que comme elle est visible d'emblée, bah, on est averti de la dureté et que ça va être comme ça sur tout le livre, voire que ça va aller un petit peu en crescendo sur les 3 tomes, que ce soit pour le livre ou pour le film, mais on est averti de cette dureté-là, et donc du coup, si on continue, c'est en toute connaissance de cause. J'avoue que pour lire les 3 tomes, il m'a quand même fallu un petit temps entre chaque tome pour justement prendre du recul, alors je lisais parfois autre chose, qu'il faut savoir quelque chose, petite digression. Quand je lis, en fait, je ne peux pas lire autre chose que ce que je suis en train de lire. Donc, ce que je faisais, c'est que j'alternais entre Hunger Games, un livre un petit peu plus léger, Hunger Games, un livre un petit peu plus léger, etc., etc. Donc, ça sur les 3 tomes. Parce que j'avais vraiment remarqué que, oui, effectivement, c'est tellement dur et tellement cru que finalement, compliqué d'enchaîner les 3 d'un coup sans faire de pause, quoi. Petite bouffée d'air frais et après on y retourne. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, même si y a un petit côté très très dur quand on lit, et ben si on accroche, on a quand même envie de savoir ce qui se passe au bout d'un moment, quoi. On a vraiment envie de savoir. Ceci dit, je tiens quand même à vous préciser une petite chose, c'est que compte tenu du fait que j'ai lu les livres après avoir regardé les films, mon avis est un petit peu biaisé. Mais voilà, c'est que mon avis, je tiens quand même à vous l'exposer. Je rappelle quand même que vous avez le droit d'avoir le vôtre et je vous invite totalement à me le partager dans les espaces commentaires de votre plateforme d'écoute. Vraiment, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé et ce que vous en pensez encore aujourd'hui, et si au bout de plusieurs lectures votre avis a changé, parce que moi par exemple je n'ai fait qu'une seule lecture, puis après je vous en ai fait un épisode de podcast, mais peut-être que mon avis changera au bout de plusieurs années de lecture, je sais pas, faudrait que je réfléchisse peut-être à vous faire un numéro spécial Hunger Games 10 ans après ou 5 ans après ma première lecture, je sais pas, à creuser. La narratrice du tome 1, voire la narratrice de l'ensemble de la saga, c'est Kelly Marot, donc, qui est une doubleuse française, donc comédienne de doublage française, qui n'est pas étrangère à l'univers de Hunger Games, puisque c'est la voix française de Katniss Everdeen dans l'adaptation cinématographique. Ce qui contribue grandement au fait de se plonger directement dans l'univers. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait d'avoir une voix aussi prenante et aussi importante pour la saga Hunger Games, puisque pour les fans francophones qui ne regardent les films que en VF, dont je fais partie, le fait justement que ce soit la VF de Katniss Everdeen qui fasse la lecture, ça contribue grandement au fait de se plonger directement dedans, parce qu'en fait on arrive à identifier cette voix-là comme étant la voix de Katniss, et donc du coup on se dit il y a un lien entre les films et les livres, donc du coup pour moi le lien il a été fait plus facilement que si c'était quelqu'un de totalement extérieur à la VF qui l'avait fait. Maintenant que je vous ai présenté Kelly Marot, je vous propose de découvrir sans plus attendre un extrait audio de Hunger Games, histoire de vous donner envie de le lire ou de l'écouter. À mon réveil, l'autre côté du lit est tout froid. Je tâtonne. Je cherche la chaleur de Prime. Mais je n'attrape que la grosse toile du matelas. Elle a dû faire un mauvais rêve et grimper dans le lit de maman. Normal, c'est le jour de la moisson. Je me redresse sur un coude. Pour cette section, j'ai pris la décision de vous parler non pas d'un projet qui est directement inspiré de l'ouvrage, mais plutôt de sa suite, puisque depuis tout à l'heure, en fait, je vous parle d'une trilogie, mais là, on est bien focus sur le premier tome.
Et donc du coup, le tome 2 est sorti quelques temps plus tard et s'intitule Hunger Games: L'Embrasement. Et on aura largement l'occasion d'en parler dans un autre épisode de podcast. Pour cette dernière section avant la fin du podcast, j'aimerais vous parler du coup de l'adaptation cinématographique qui a été faite en 2012, soit près de 4 ans après la sortie du premier tome. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire qu'il y a eu une adaptation cinématographique dont on parlera plus tard. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre via mes réseaux sur Facebook et Instagram en tapant le Temple des mots. L'ensemble des liens et des comptes cités, des sources, etc. sont disponibles en barre d'infos de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Marque-Page. Pour rappel, le podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter, à le commenter ou encore à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.